sur la géographie régionale de l'Afrique de l'Ouest. Alors, pour un peu résumer les 3 points qu'il faut retenir de la première séance, c'est que nous avons commencé d'abord par introduire l'enseignement de géographie régionale et nous avons dit que la géographie régionale était une partie de la géographie et qu'elle s'intéressait à l'étude d'une partie d'un ensemble. Et cette partie, c'est généralement une région. La géographie régionale avait donc comme objectif d'identifier un ensemble régional par rapport à un certain nombre de caractéristiques, par rapport à un certain nombre de singularités. Et la finalité de la discipline est dès lors d'arriver à faire de l'ensemble un espace avec une identité. Quand on parle donc de géographie régionale de l'Afrique de l'Ouest, la finalité, c'est d'arriver à distinguer cette Afrique de l'Ouest dans un ensemble plus global qui est le continent africain. Et c'est dans la même perspective que nous avons rappelé que d'une manière générale, il y a deux grandes visions qui s'opposaient sur la définition de l'Afrique. La vision qui est portée par l'Union africaine qui consistait à distinguer un ensemble de régions qui constituaient le continent africain. Et dans ces régions, on avait la partie ouest africaine à côté de la partie centrale, de la partie nord et de la partie méridionale ou australe. Et de l'autre côté, il y avait la vision de la communauté internationale, donc les organisations du développement qui insistaient sur le caractère binaire de l'Afrique, c'est-à-dire un ensemble dans lequel nous distinguons deux grandes parties. Une première partie qui est l'Afrique au nord du Sahara et une deuxième partie qui est l'Afrique au sud du Sahara. Donc ici, la référence se fonde sur cette séparation à la fois physique, identitaire, sociale, culturelle, religieuse, etc. et qui nous permettait de distinguer ces deux ensembles de l'Afrique. L'Afrique au nord du Sahara et l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire cette partie qui descend du sud de la Mauritanie et qui va vers le Cap, vers Pretoria, en Afrique du Sud. Et de ces deux visions, nous avions dit que dans le cadre de cet enseignement, on mettait en avant la vision de l'Union africaine qui était un ensemble d'espaces dans lequel on distinguait l'Afrique de l'Ouest. La deuxième idée principale à retenir par rapport à cette première séance, c'est que nous avons entamé l'étude du cadre physique de l'Afrique de l'Ouest, en commençant d'abord par le relief. Nous avons dit que dans l'ensemble, c'est la plaine qui dominait, c'est-à-dire qu'on est en présence d'un relief qui est monotone, d'un relief qui est plat et qui était caractérisé par la rareté, n'est-ce pas, des chaînes de montagne. On en distinguait certes, on en compte certes en Afrique de l'Ouest, mais ces chaînes de montagne ne sont pas aussi importantes, ne sont pas aussi nombreuses que ce que l'on trouve dans d'autres parties du monde. Et en conséquence, au regard de cette étude sur le relief, l'une des conclusions aussi que nous avons tirées, c'était de dire que dans l'ensemble, le relief ne s'oppose pas, ne constitue pas un obstacle au peuplement, mais aussi aux principales dynamiques démographiques qui sont connues, nous le verrons plus tard,
du point de vue notamment de la mobilité des personnes. Et je disais pas plus tard que ce matin, dans le cadre d'un échange avec un collègue de l'université de Boston, qu'en réalité, c'est cette situation géographique qui fait que nous n'avons pas d'obstacle majeur à la mobilité, qui a en partie expliqué pendant longtemps et toujours l'intensité des mobilités, des circulations humaines que nous avons en Afrique de l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous prenez le cas du virus Ebola que nous avons connu en 2014, en 2015, c'est un virus qui a fait beaucoup de catastrophes en Afrique de l'Ouest pour la bonne et simple raison que l'Afrique de l'Ouest est marquée par une configuration géographique du point de vue du relief qui ne constituait pas véritablement un obstacle à l'avancée et à la circulation des hommes. Parce que si on prend l'exemple de ce virus Ebola, il existe depuis les années 1970 en Afrique centrale. Et pourtant, jamais il n'a atteint, il n'a fait, si vous voulez, plus de 3500 morts, un peu moins de 4000 morts, comme ce fut le cas en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un exemple qui permet d'illustrer le fait qu'en réalité, en Afrique de l'Ouest, effectivement, le relief ne constitue pas un obstacle au peuplement, ne constitue pas un obstacle à la mobilité et à la circulation des personnes. Troisième élément de synthèse par rapport à cette première séance, c'est que nous avions terminé par le climat et la végétation. Le premier élément par rapport à ce dernier point, c'est que la mousson, c'est un élément essentiel, n'est-ce pas, du climat en Afrique de l'Ouest, puisqu'il déterminait le régime pluviométrique. On a constaté également que du point de vue de la répartition du volume pluviométrique, nous avions trois zones climatiques. Trois zones climatiques avec, si vous voulez, une baisse du volume quand on se déplace du nord vers le sud. Autant dans le nord, nous sommes en présence d'un climat désertique avec pratiquement des pluies extrêmement faibles qui n'atteignaient même pas 100 mm dans certaines parties des zones désertiques. Et autant on descendait vers le centre, la zone soudanienne avec une zone intermédiaire, mais que c'est dans la partie sud que nous avons la pluviométrie la plus importante, qui dépassait 1500, voire même 2000 mm par an, et ce qui explique l'importance de la végétation, puisque l'un des éléments clés que nous avons identifié la dernière fois, c'est cette forte corrélation qui existe entre la répartition du climat et celle de la végétation. Nous avons constaté et conclu qu'en réalité, plus les quantités de pluie reçues sont importantes et plus la végétation est abondante et elle est luxuriante. Donc autant dans la partie désertique où nous n'avions pas beaucoup de pluie, nous sommes en présence d'une végétation de steppe, autant dans la partie sud où les quantités de pluie sont importantes, nous sommes en présence de la forêt, nous sommes en présence d'une végétation assez luxuriante. Donc, il est important de retenir qu'en réalité, nous avons une forte corrélation entre le climat et la végétation. Et nous verrons plus tard que cette dimension climatique et la végétation influent la répartition des activités économiques, parce que nous verrons qu'en réalité, c'est dans cette partie, le long de la façade atlantique, maritime, que nous avons les plus fortes concentrations humaines, et c'est dans cette partie également que nous avons les plus importantes activités économiques, les plus importantes activités sociales, et c'est dans cette partie, notamment autour du golfe de Guinée, avec le triangle Abidjan, Lagos et Accra, que nous avons le cœur de l'économie ouest africaine. Donc pour dire qu'en réalité, cette géographie physique, et ça je l'avais dit la dernière fois, elle doit être interprétée, regardée au regard des autres dynamiques qu'elle peut susciter. Alors, troisième élément de ce cadre physique, c'est l'hydrographie. Donc, les ressources en eau.
Alors, le premier élément de constat, c'est que c'est une région, l'Afrique de l'Ouest, qui dispose d'importantes ressources hydriques. Donc, en réalité, ce n'est pas l'eau qui manque dans la sous-région. Nous avons plus de 1 milliard de mètres cubes d'eau renouvelable par an, dont l'essentiel, donc la quasi-totalité, est constituée d'eau de surface. Les eaux de surface, donc, ce qui veut dire que c'est des eaux qui sont accessibles et à partir desquelles on peut faire un certain nombre d'aménagements, on peut faire un certain nombre, on peut développer un certain nombre d'opportunités en termes de production agricole, en termes de production pastorale, halieutique, etc., etc. Donc ça, c'est un élément qui est important. Alors, si nous faisons une comparaison du point de vue de la moyenne, on se rend compte que chaque Ouest africain se retrouve avec plus de 4000 mètres cubes d'eau par an. Donc ça aussi, ça témoigne de l'importance des ressources que nous disposons dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc les pays ouest-africains, y compris ceux de Sahel, ne manquent pas d'eau. Donc ce qui veut dire que même dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des ressources en eau. Et le Niger est assez illustratif de cette situation. Parce que le Niger couvre, traverse des pays qu'il arrose et des pays qui font partie du Sahel, comme le Burkina Faso, comme le Niger, comme le Mali. Ici chez nous, la vallée du fleuve Sénégal arrose une partie de la Mauritanie qui est considérée pourtant comme une zone désertique. Donc ce qui veut dire que, d'une manière générale, les ressources en eau existent et sont abondantes en Afrique de l'Ouest, ce qui constitue quand même un atout en termes de développement, notamment économique. Le Cap-Vert et le Burkina Faso sont les seuls pays qui se situent en deçà de la norme internationale de rareté, c'est-à-dire 1700 mètres cubes d'eau douce renouvelable par an et par personne. Le Cap-Vert est en dessous du seuil de pénurie avec un potentiel de 1000 mètres cubes d'eau par an. On a aussi 28 bassins fluviaux qui couvrent 71% de la superficie régionale. Quand on parle de bassins fluviaux, ce sont des réserves, des ressources d'eau, des fleuves et autres qui sont à cheval sur plusieurs pays. Nous avons le cas du Niger, le cas du fleuve Sénégal, etc., etc. La Volta Noire, etc. Et la dernière fois, je disais, parlant de la façade atlantique, qu'en réalité, quand vous regardez ce qu'on appelle les pays des rivières du Sud, c'est-à-dire cette partie qui part de la Gambie et qui descend vers la Sierra Leone, vers le Libéria, c'est une zone où nous avons un ensemble de fleuves, nous avons un ensemble de rivières. Et la plupart de ces réseaux, c'est des réseaux qui se trouvent au moins sur 2 à 3 pays. Donc ce sont des bassins fluviaux transfrontaliers. On en a 28 en Afrique de l'Ouest. Ce qui est important en termes de potentiel de développement. Aujourd'hui, vous prenez un exemple concret. Imaginez que les bassins de Diama et de Manantali tombent en panne. Toute la catastrophe que ça peut entraîner, n'est-ce pas, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en termes de production d'électricité notamment, ou bien en termes de valorisation des aménagements hydro-agricoles autour du périmètre de la Sahel dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ça illustre l'important enjeu, l'important potentiel de développement que présentent ces ressources en eau que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dès l'accession des États ouest-africains à l'indépendance dans les années 60, ils sont tous travaillés à la mise en place de ce qu'on a appelé les organismes de bassin. J'en ai un peu parlé dans un ouvrage que j'ai sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai publié au mois de février dernier. Donc, dès les indépendances, les États se sont dit, mais tiens, nous sommes en présence d'un potentiel hydrique qui est relativement important et qui se situe
à cheval sur plusieurs pays. Donc, travaillons à mettre en place des organes pour gérer, pour exploiter ces ressources en eau-là. Et nous avons eu l'autorité du bassin du Niger. Nous avons eu l'autorité du bassin de la Volta. Nous avons eu plus tard l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et ensuite l'OMVG. Et donc, tous ces organismes de bassin n'ont qu'un seul objectif, travailler à valoriser de manière intégrée, n'est-ce pas, les ressources en eau dans une perspective de développement principalement économique, en mettant en avant les activités d'agriculture liées à l'élevage, liées à la pêche, etc., etc. Donc, pour dire que nous sommes en présence d'un fort potentiel de développement à travers ces bassins fluviaux qui constituent 71% de la superficie régionale. Et cette carte permet de donner une idée sur la configuration géographique ou la localisation géographique de ces différents bassins transfrontaliers en Afrique de l'Ouest. Alors, quels sont ces principaux bassins fluviaux? Nous avons la Comoé qui est à cheval sur 4 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali, avec une longueur de 813 km. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même important parce que ça regroupe un pays ou 2 pays côtiers et 2 pays sahéliens. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, nous avons le fleuve Sénégal, là aussi avec 1750 km de long et qui est cheval sur 4 pays, avec un débit moyen de 640 mètres par seconde. Donc, ce qui veut dire que quand même c'est quelque chose d'important. Nous avons la Volta qui couvre 6 pays, n'est-ce pas, sur les 15 de l'Afrique de l'Ouest, avec une longueur de 1346 km de long et un débit qui fait pratiquement 2 fois le débit du fleuve Sénégal. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'UEMOA envisage de travailler sur un schéma d'aménagement transfrontalier qui va intégrer les pays du bassin de la Volta, qui déjà fait l'objet de valorisation dans une approche intégrée depuis plusieurs décennies maintenant. Nous avons le Niger. Le Niger qui est pratiquement le fleuve le plus important. Quand vous regardez sur la carte, pratiquement c'est la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont traversés par le Niger, sur 4200 km de long. C'est important, avec un bassin de 1500 km². Donc c'est 11 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont concernés par le bassin du fleuve Niger. Donc ce qui veut dire qu'on n'a que quelques pays, notamment le Sénégal, la Gambie, un peu des pays du bassin ouest, n'est-ce pas, qui ne sont pas traversés par le fleuve Niger. Donc, il constitue le fleuve le plus important d'Afrique de l'Ouest et présente un important enjeu de développement, d'intégration économique, etc. Parce que vous allez dans plusieurs pays, par exemple au Mali, dans la région de Ségou, le développement de la riziculture est en partie lié ou grandement lié à la présence du fleuve Niger, qui a permis, au-delà des casiers rizicoles que nous avons connus dans cette région du Mali et qui, avec ses affluents comme le Bani, s'étendent vers d'autres régions du Mali, participent de manière active non seulement à la création d'emplois, mais à la sécurité alimentaire de l'État malien. Donc c'est un fleuve qui est extrêmement important, même s'il faut le souligner, il traverse un certain nombre de crises liées à des dégradations consécutives au changement climatique, à l'ensablement du fleuve et à un certain nombre
de pratiques d'ordre environnemental qui participent à sa pollution. Le fleuve Niger peut être divisé en 5 entités que nous avons sur la carte. Vous avez déjà autour de la Guinée, n'est-ce pas? Notamment entre la Guinée, le Mali et un peu dans l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une partie qui est concernée. Il y a une deuxième partie qui est constituée principalement par le Mali, n'est-ce pas, un peu le Burkina Faso. Vous avez la troisième partie autour de Ansongo, Mali, à la frontière avec le Niger, dans la région de Tillabéri, et qui descend pour englober la ville de Niamey, qui est traversée par le fleuve Niger, et ce qui fait que dans une bonne partie des quartiers de Niamey autour du fleuve, nous avons pas mal d'inondations, notamment pendant les périodes de fortes pluies. Ensuite, nous avons une autre partie qui correspond un peu au pays Yoruba, autour du Nigeria, qui déborde un peu sur le Bénin. Et enfin, n'est-ce pas, une dernière partie autour du sud du Nigeria. Donc, la caractérisation en présentant ces différentes parties, ça montre l'importance de ce fleuve, tant du point de vue de son étendue géographique, puisque ça couvre l'essentiel des pays, mais aussi du point de vue de son intérêt économique pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons des millions et des millions d'Ouest-Africains qui dépendent grandement, soit des ressources tirées du Niger, mais ou des activités qui sont tirées du fleuve Niger, notamment la pêche, l'agriculture, mais aussi les activités pastorales. Quelle synthèse faire par rapport à ce réseau hydrographique? C'est l'existence d'un important potentiel hydrique qui, comme je le dis, constitue un fort atout pour le développement. C'est-à-dire c'est un atout sur lequel l'Afrique de l'Ouest peut miser pour impulser son développement et renforcer l'intégration entre les États. Et nous avons un certain nombre d'exemples qui l'illustrent suffisamment. Même si, il faut le reconnaître, ce n'est pas tout le potentiel de développement de ces bassins fluviaux, notamment transfrontaliers, qui jusque-là a été mis en place ou a été exploité. Et donc ça témoigne aussi des énormes défis que nous devons relever pour suffisamment exploiter les ressources dont regorge l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu une déclaration du président rwandais que j'ai vu hier, le président Paul Kagame, qui disait qu'il était inadmissible qu'un petit pays comme l'Ukraine, qui fait à peu près 44 millions d'habitants, puisse se positionner pour assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique. Aujourd'hui, dans les rues et les ruelles de Dakar, chez le petit commerçant, chez l'étudiant, partout, on ressent les conséquences de la guerre qui se passe en Ukraine. Il y a un problème de blé qui se pose, il y a un problème d'intrants qui se pose. Et ça traduit la grande dépendance de l'Afrique vis-à-vis de ces entités. Et pourtant, il existe un fort potentiel de développement que nous avons
Ici, la question au regard de ces ressources hydrauliques, la question de la prise en charge de la sécurité alimentaire ou de l'autosuffisance alimentaire des Africains, c'est, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de diable. C'est quelque chose qui est faisable. Pourquoi? Parce que le potentiel de développement agricole, de développement pastoral, de développement halieutique que nous avons, il est immense. Maintenant, après, c'est une question de politique publique, c'est une question de gouvernance qui se pose pour rentabiliser et exploiter à suffisance ces ressources hydriques. Et donc, ça nous permet d'illustrer, à travers cet exemple précis du potentiel hydrique, jusqu'à quel point l'Afrique dispose de ressources et qu'elle doit être en mesure, n'est-ce pas, d'assurer son autosuffisance sur un certain nombre de plans. Ces ressources sont partagées avec l'existence de plusieurs bassins fluviaux transfrontaliers qui illustrent l'enjeu d'une gestion intégrée. Aujourd'hui, on dit certes fleuve Sénégal, mais on sait que ce fleuve Sénégal, il est partagé avec la Mauritanie, avec la Guinée, etc. On dit Niger, mais on sait que le fleuve Niger est géré par l'autorité du bassin du Niger qui réunit un certain nombre de pays. Et ça témoigne du fait que nous avons une multitude de bassins transfrontaliers avec un fort potentiel, mais il y a aussi l'enjeu de la gestion concertée, de la gestion intégrée de ces différentes ressources hydriques dont nous disposons. Parce que c'est la seule approche qui permet d'exploiter de manière optimale ces ressources et de les mettre au service des populations. Et le troisième élément important, c'est que le Niger constitue, nous l'avons dit, le principal bassin, et c'est le troisième en Afrique du point de vue de sa longueur après le Nil et le Congo. Si vous regardez aussi, le Nil et le Congo, ça ne se trouve pas en Afrique de l'Ouest, mais ça concerne d'autres parties de l'Afrique. Donc c'est assez illustratif des enjeux, si vous voulez, que nous avons et qui peuvent participer, qui peuvent contribuer, n'est-ce pas, au développement de cette partie de l'Afrique. Alors, ce cadrage physique, ça nous amène à étudier la population. Je disais que l'idée dans le cadre de l'étude régionale, ce n'est pas de considérer les différents éléments de manière isolée, mais plutôt de manière intégrée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est à partir la compréhension ou la lecture du cadre physique ne se fait que par rapport au cadre humain. Nous allons utiliser le climat, nous allons utiliser le réseau hydrographique, la végétation, le relief, pour comprendre comment ce cadre physique a une influence d'une manière ou d'une autre sur la dynamique démographique et ensuite plus tard sur la dynamique économique. Et donc, dans cette deuxième partie, nous aborderons trois points essentiels. La croissance démographique, comment est-ce que la population augmente, la répartition de la population, sa localisation du point de vue de la géographie, et ensuite la question des mobilités qui est un élément de la démographie extrêmement important. Alors, le premier élément, c'est de rappeler que le peuplement il est ancien et il est diversifié. Pourquoi il est ancien? Parce que aussi longtemps qu'on remonte l'histoire, on se rendra compte que cette partie de l'Afrique, n'est-ce pas, a toujours eu, depuis des millénaires, des vagues de population qui sont venues de différentes parties de l'Afrique et parfois du Proche et Moyen-Orient et qui ont
et qui sont entrés dans une dynamique de brassage, aboutissant à la nature du peuplement que nous avons actuellement. Donc il est important de noter que l'occupation de l'espace en Afrique de l'Ouest date de plusieurs millénaires. Nous avons aussi des populations qui sont d'origine diverse. Quand vous regardez le peuplement au niveau de la Mauritanie, le peuplement dans les îles du Cap-Vert, le peuplement au Sénégal ou si vous voulez au Ghana, dans le golfe de Guinée, nous avons donc des populations qui, du point de vue des origines, restent différentes. Ensuite, ces populations ont des pratiques sociales et des activités économiques qui permettent à l'observateur ou à l'analyste, aux chercheurs de les diversifier, de les différencier. Quand vous nommez les Sérères, ils ont des types d'activités qui nous permettent de les identifier, sur lesquels en tout cas ils se positionnent davantage. Quand vous prenez les Peuls, il y a des types d'activités sur lesquels ils sont positionnés davantage. Vous allez chez les Ébriers de la Côte d'Ivoire, vous vous rendrez compte également qu'ils sont spécialisés, qu'ils sont tournés vers des activités autour de la lagune, etc., etc. Idem quand vous allez chez les Haoussa du Niger ou du Nigeria. Donc, nous avons, du point de vue des pratiques, sociales, du point de vue des activités économiques, un certain nombre de nuances, l'existence de similitudes certes, mais également un certain nombre de différences entre ces peuples qui témoignent du brassage qui a pendant longtemps caractérisé l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous pouvons distinguer du point de vue de la démographie ouest-africaine un certain nombre d'éléments. Une connaissance d'abord du cadre physique et des facteurs historiques qui influencent sur la dynamique démographique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre le peuplement en Afrique de l'Ouest sans pour autant tenir compte des facteurs qui sont à la fois historiques et qui renseignent sur la dynamique démographique. Je donne un exemple simple. Vous allez au Fouladou, en Haute-Casamance, que certains, dans leurs écrits, parlent du pays Peul. Fanchette a parlé des Peuls de la Haute-Casamance. Mais au cœur de ce pays Peul, vous avez des villages qui sont essentiellement habités par des agriculteurs Saloum qui sont venus d'autres parties du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est le retour sur le processus historique de mobilité, de déplacement des populations qui nous permettent de comprendre cette réalité-là. Quand vous interrogez ces agriculteurs autour de la zone de Pata, autour de la zone de Bédina Yorofula, pour ceux qui connaissent, ils vous diront que nous sommes venus du bassin du arachidier autour de la région du Saloum. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Sine Saloum, certaines parties qui étaient pendant longtemps utilisées pour la culture de l'arachide étaient dans un niveau de saturation. Les terres commençaient à perdre de leur fertilité. Et face à cette situation, les agriculteurs ont dit qu'il était important
d'aller vers la conquête de nouvelles terres. Et, parallèlement à cette situation, pendant la même période, l'État du Sénégal a initié ce qu'il a appelé la politique des terres neuves. C'est qu'on a senti de manière progressive une saturation autour du bassin arachidier et on a dit qu'il fallait aller vers l'exploitation de nouvelles terres autour de Koupentoum, autour de la zone de Kolda, de Bata, dans le Médina. Et donc nous sommes là en présence d'un processus de facteurs qui s'explique par des facteurs historiques, par des facteurs économiques. Autant, si vous allez dans certaines régions, dans certains villages du Sine Saloum, vous allez retrouver des villages Peul. Vous allez trouver des villages qui ont une connotation bambara. Et si vous faites la remontée, vous vous rendrez compte que ce sont des populations qui sont venues soit de la Guinée, soit du Mali, dans le cadre de la colonisation, de la conquête agricole, ce qu'on a appelé les navetas, et qui donc se sont installés dans ces zones, qui les ont exploitées, et de manière progressive, n'est-ce pas, ils se sont installés de manière définitive. Donc, ce sont ces mobilités motivées par des raisons politiques, par des facteurs, si vous voulez, historiques, économiques, par la péjoration climatique, etc., qui nous permettent aussi de comprendre comment les dynamiques se sont organisées et comment il y a eu, si vous voulez, ce brassage de populations entre des vagues, des flux migratoires venus de différentes parties de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous allez dans le nord Nigeria, c'est la même situation. Vous allez trouver des populations du Niger, vous enquêtez sur leurs origines, sur leur trajectoire, n'est-ce pas? Ces populations vous diront que nous sommes venus de Zender, nous sommes venus de Maradi, etc. Et on s'est installé à Kassina, on s'est installé à Kano ou à Djigaba. Donc ce sont ces dynamiques-là passées qui nous permettent aussi de mieux lire l'organisation, la configuration de la population ouest-africaine qui est en cours, et donc il est important de revenir à cette dimension. La dynamique démographique entraîne plusieurs mutations spatiales. Elle est aussi liée à des raisons politiques, économiques et sociologiques. Dans tous ces territoires qui reçoivent les populations ouest-africaines, on est dans des processus de recomposition, de changement. Aujourd'hui, vous allez, je vous donne un exemple, vous allez dans le Kédougou, notamment dans les sites d'orpaillage traditionnels, que ce soit à Karakena, dans le Saraya, à Tempoto, à Bantakoum, Douta et autres, vous allez trouver de fortes communautés ouest-africaines. Nous avons des Maliens, nous avons des Guinéens, mais encore que là, ça se comprend parce qu'on est dans les environs. Ce n'est pas loin de la Guinée, ce n'est pas loin du Mali, etc. Mais, en plus de ça, vous allez trouver des Togolais, vous allez trouver des Nigérians, vous allez trouver des gens qui sont venus du Niger, des gens qui sont venus du Burkina. Donc, en réalité, du point de vue de la géographie, des gens qui sont venus de loin par rapport à ces sites. Et ce sont des populations qui se sont implantées, qui aujourd'hui ont une, parce qu'on est dans le cadre de l'exploitation de l'or, qui ont une certaine puissance économique, qui de plus en plus ont un certain ancrage social. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui comprendre les dynamiques démographiques autour de cette partie du Sénégal, du sud-est sénégalais, sans pour autant prendre en compte cette dimension-là. Vous allez à Ziguinchor, vous entrez dans certains quartiers, vous avez des difficultés pour identifier qui est Bissau-Guinéen ou bien qui est Sénégalais. Pourquoi? Parce que, et vous allez aussi à Oyo dans le Guinée-Bissau, dans la Guinée-Bissau, vous allez comment dirais-je, à Varela, à Ngoré, en Guinée-Bissau. On a ces situations aussi. Vous trouvez des Sénégalais, des gens, s'ils vous disent que
je suis sénégalais ou je suis bissau-guinéen, vous ne pouvez pas nier. Pourquoi? Parce que nous avons eu des processus historiques, nous avons eu des considérations d'ordre social. Par exemple, toutes ces populations qui ont quitté la Guinée-Bissau à l'époque de la guerre d'indépendance menée par Amilcar Cabral sont installés au Sénégal, à Ziguinchor particulièrement, et sont installés de manière durable. Ou bien des gens qui ont toujours été là et qui ont été connectés de tout le temps avec la Guinée-Bissau, puisque Ziguinchor d'abord faisait partie de la colonie du Portugal. Tout comme vous allez dans certains villages bissau-guinéens, autour notamment de la zone proche de Boutoupa Marakunda, dans le sud, vous vous rendrez compte que plusieurs Sénégalais sont dans ces zones. Pourquoi? Parce que avec le conflit de la Casamance, beaucoup se sont déplacés vers ces espaces. Et donc vous allez dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous trouvez des villages. Quand on vous dit le nom du village, vous pensez que vous êtes au Mali. Notamment, vous aurez beaucoup de Bougou. Bougou, c'est le village. C'est comme quand les Peuls disent Wouro, ou quand les Wolofs disent Keur Adi, Keur Wouro, Boubacar, etc. Vous verrez dans le nord et parfois même dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en pays baoulé, vous verrez des villages qui sonnent Bambata. Pourquoi? Ou bien qui sonnent Moussi, Burkinabé. Pourquoi? Parce que à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny a dit: j'ai besoin de main-d'œuvre étrangère pour travailler dans les plantations de café et de cacao. Et cela a entraîné un afflux de migrants venus du Mali, venus du Burkina Faso, etc., et qui ont participé au peuplement et au développement économique de la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas étudier les dynamiques démographiques en passant sous silence ces réalités historiques, ces réalités économiques. Et je disais qu'elles participent en même temps de mutations spatiales. On a des changements. Vous allez dans le Kédougou, vous avez des villages qui, avant la découverte de l'or, ne faisaient même pas 200 ou 300 habitants. Aujourd'hui, ils sont à 9 000, 10 000 habitants. Et il suffit qu'on dise que dans le village B, d'à côté, on a découvert de l'or, ils vont tous abandonner ce village et se rendre dans l'autre village. Et donc, de 1000 habitants, on va se retrouver avec 200 habitants ou bien 150 habitants. Et donc, ces mobilités, voilà, on peut les multiplier en termes d'exemples pour dire que l'Afrique de l'Ouest est fortement marquée par cette situation. Alors, pour ce qui est de la croissance démographique, quelles sont les caractéristiques de cette croissance? On a d'abord une croissance démographique soutenue et continue. La population est passée de 78 millions à 391 entre 1960 et 2019. Un doublement de la population en 30 ans entre 1990 et 2019. D'après les projections, la population serait de 754 millions en 2050, soit un doublement entre 2019 et 2050. Le taux de croissance le plus élevé du monde en 2019, 3% contre 1% pour ce qui est de la moyenne mondiale. Le taux de croissance moyen annuel qui était de 2% en 1960 se maintient à plus de 3 depuis 40 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la croissance démographique, il y a deux éléments en termes de caractérisation à retenir. On dit, elle est soutenue. Quand on dit que la croissance démographique, elle est soutenue, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle est importante. Elle est importante. Ce qui veut dire que le nombre de personnes, pour parler de manière simple, le nombre de personnes augmente et augmente beaucoup. On dit que c'est soutenu, c'est ça.
Et la preuve, c'est que nous avons le taux de croissance le plus important au monde, 3,3%. Et mieux, donc presque 3 fois la moyenne mondiale qui est de 1,1. Donc c'est soutenu. C'est soutenu pourquoi? Parce que en 1960, au moment où la plupart des États ouest-africains venaient accéder à la souveraineté internationale, ce taux de croissance était de 2%. Maintenant, il est de 3%. Donc, il a augmenté, mais ensuite, il est le plus important du monde, même face aux pays asiatiques. À un moment donné, on a connu le boom démographique chez les Asiatiques, notamment chez les Chinois. Donc, c'est pourquoi on dit que la croissance démographique, elle est soutenue, donc elle est importante. Le deuxième élément, on dit que cette croissance, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Parce que quand vous regardez son évolution, de 1960 à maintenant, elle n'a pas reculé. Elle n'a cessé d'augmenter. Donc de manière progressive. Comme si vous voulez, chaque année, la population, elle augmente. Entre 60 et 2019, elle a augmenté et on dit, d'après les projections, à l'horizon 2050, elle va doubler à nouveau. Donc, c'est une donnée démographique extrêmement importante à prendre en considération. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un objet entre les mains. Maintenant, tout dépend de la manière dont nous allons tenir cet objet-là entre nos mains. Elle est bien tenue, la main qui la tient est protégée, et la main en tire profit. Elle est mal tenue, elle va exploser et la main va disparaître. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la croissance démographique, elle est soutenue, elle est continue. C'est important pour nous parce que ça peut permettre de construire du développement à partir de la croissance démographique. D'accord? Parce que déjà, c'est un marché de consommation important. La croissance démographique, c'est toujours une population extrêmement jeune, donc apte à conduire les activités de développement économique et social. Donc, apte, on a une population qui permet de valoriser ce fort potentiel que nous avons identifié en analysant le cadre physique. Donc là, c'est positif. Maintenant, quand c'est mal tenu, ça va exploser. Pourquoi? Parce que cette population mérite d'être accompagnée. Quand vous dites croissance démographique, comme j'ai dit, c'est population extrêmement jeune. Et quand on dit que la population elle est extrêmement jeune, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons faire suffisamment d'écoles, suffisamment d'universités, suffisamment de centres de formation, suffisamment d'infrastructures sanitaires pour répondre à cette demande-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons travailler à faire de telle sorte que ce potentiel-là soit des opportunités et des niches d'emploi. A contrario, si nous ne le faisons pas, ça peut se retourner contre nous. Parce que nous avons non seulement cette population importante, jeune, mais ensuite nous sommes dans un monde de crise. Pendant 2 ans, 3 ans, on a parlé de Covid. Depuis plusieurs années, on parle de changement climatique et de dégradation environnementale. Et aujourd'hui, on voit concrètement comment ces changements climatiques nous affectent. On parle de crise à la porte du Sénégal, au Sahel, des crises sécuritaires. Donc, qui nous expose ces populations-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais qu'elle peut être importante si nous saisissons les opportunités pour la valoriser, mais elle peut être aussi un danger si, en termes de politique publique, en termes de gouvernance, nous ne prenons pas les dispositions pour accompagner ce processus. Alors, le tableau montre qu'en réalité, la forte croissance démographique, elle est homogène. Elle est homogène. Pourquoi? Parce que
elle est importante dans la quasi-totalité des pays ouest-africains. En 2019, le taux de croissance était supérieur ou égal à 3 dans 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si dans un sujet d'examen, on vous demandait d'expliquer en quoi la croissance démographique de l'Afrique de l'Ouest est homogène, voilà la ressource à utiliser. C'est aussi simple que ça. Elle est homogène parce que dans la quasi-totalité des pays, on a un taux de croissance démographique qui est supérieur ou égal à 3. Ça veut dire que non seulement c'est important, mais ce n'est pas, si vous voulez, une moyenne qui cache une réalité. C'est une réalité concrète parce que la plupart des pays sont concernés. Et il s'agit, de partir de cet élément de constat en disant que c'est une croissance homogène pour la bonne et simple raison que le taux de croissance il est supérieur ou égal à 3% en 2019 dans la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest, et dans les détails, en termes d'explication, de citer l'exemple en donnant les pourcentages des pays. Et le sujet, il est traité. Il est traité parce qu'en réalité, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les sujets des sessions passées. Jamais je ne demande aux étudiants de première année, de deuxième année ou de troisième année de licence de traiter des sujets qui dépassent la page, la première page. Donc le sujet que vous aurez, on vous demandera de le traiter en ne dépassant pas la première page. Il faut que ça soit clair des affaires. Non, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas dépasser la première page. La première page, s'il vous plaît. La première page, c'est que quand on vous donne la copie d'examen, la première page, c'est là où vous écrivez votre nom, numéro de carte d'étudiant, etc. Là, les lignes qui restent là, c'est là-bas qu'il faut traiter le sujet. Donc, c'est pourquoi je disais la dernière fois que je ne vous demande pas de réciter. Donc, vous n'avez pas intérêt à bavarder, vous avez intérêt à suivre. Parce que ce sont les explications qui vont vous permettre de traiter les sujets. On est dans une étude de géographie régionale. Je disais que les choses, on les considère de manière systémique. Donc, on ne va pas vous demander de réciter. Donc, en quoi la croissance démographique de l'Afrique de l'Ouest est homogène? Voilà sur 10 lignes comment traiter le sujet. 1. C'est de dire que nous avons dans la quasi-totalité des pays de l'Afrique de l'Ouest un taux de croissance supérieur ou égal à 3. Dans la quasi-totalité, sur les 15 ou les 16 pays, nous avons les 12 qui ont un taux de croissance supérieur ou égal à 3. Et donc, ça vous permet de prendre quelques exemples pour faire des illustrations de vous rendre votre copie. On est d'accord? C'est toi la responsable? Oui. Non, je ne vous demande vraiment pas ça. Ah, si tu veux, tu peux introduire, mais ça en restant sur la première page. D'accord? Quand on sait, on traite rapidement. Et c'est la raison pour laquelle facilement vous voyez des étudiants qui se retrouvent avec 15, avec 16, avec 17. Pourquoi? Parce qu'ils te traitent le sujet en 10 minutes. Ils te rendent. C'est-à-dire qu'ils répondent
il répond directement à la question. Mais généralement, quand l'étudiant ne connaît pas, il part d'abord à Niahar, il va dire bonjour là-bas. Il revient, il part à Fongolimbi, il dit salam alaikum. Après, il va partir au Fouta pour dire bonsoir, il revient pour te dire. Moi, dès que tu pars à Niahar pour dire bonjour, je trace. Je passe à une. Parce que, ce qui veut dire que tu n'as pas compris. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle on s'efforce pendant le cours pour illustrer chaque propos, chaque terme que nous utilisons. Nous nous appuyons sur des exemples pour l'illustrer. C'est pour vous faciliter la compréhension. Et ce sont ces exemples. Il y a une année, je crois, j'ai donné 18. C'était en 2019, j'ai donné 18 à un étudiant. Et quand il a vu sa copie, quand il a vu plutôt sa note, 2-3 jours après, il est venu me voir en me disant, mais vous m'avez donné 18 parce que je ne comprenais même pas. Mais puisque c'était une bonne note, j'avais retenu la copie. Je lui ai dit, je t'ai donné 18, il m'a dit, vous m'avez donné 18. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as mis dans la copie? Il m'a dit que non, je n'ai rien mis, sauf que j'ai donné 2 exemples que vous avez cités. Hein. Je lui ai dit que mais ce sont ces 2 exemples-là qui t'ont donné 18. Alors, donc vous avez intérêt à suivre, vous avez intérêt surtout à noter, parce que le support de cours, on vous le donne déjà. Vous n'avez pas besoin de le copier. Je vois souvent des étudiants avec la copies. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Ça, on vous le donne. Je ne sais pas si le responsable, je n'étais pas d'accord pour donner le support, mais vous aurez le support. Donc, ne notez pas le support, notez les explications que je vous donne. Parce que ça, vous l'aurez. Maintenant, en notant, en prenant des notes sur les explications, voilà, vous faites des orientations en disant que ça, par exemple, ce sont des explications sur le climat, ça concerne la végétation, etc. C'est comme ça. Il faut prendre des notes, il faut prendre les exemples, parce que les exemples ne sont pas dans ça. Parce que si on avait mis les exemples dans le support pour les CRM ne viendraient jamais en faire. Donc on a décidé de garder les exemples, de garder les explications pour l'enfant. Donc ce qu'il faut faire dans la prise de notes, c'est de prendre les exemples, c'est de prendre les explications qui sont données. Alors, donc, en observant le tableau, on se rend compte qu'effectivement, nous avons exception faite du Ghana en 2019, exception faite du Ghana qui a un taux de croissance de 2. Bon, on a le Ghana, on a le Cap-Vert. Bon, le Cap-Vert, ça se comprend un peu parce qu'en réalité, le Cap-Vert, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un pays, quand vous entrez, vous avez l'impression que vous êtes en Europe. Et même les habitants, ils sont en Afrique, ils sont, comment dirais-je, dans l'espace CEDEAO, mais du point de vue de mentalité, voilà, ils se voient plutôt Union européenne. Donc, on a eu le développement des méthodes contraceptives, de politique antinatalistes, suivant le raisonnement, suivant l'idéologie, les politiques qui ont été développées par les pays occidentaux. Et donc, du coup, on a un taux de croissance démographique qui n'est pas important, hein, parce que la population en tant que telle sur l'ensemble des îles, elle n'est pas importante. Donc, ce qui n'est pas le cas dans des pays comme le Niger, par exemple. Le Niger, on est à un taux de croissance de 4%. Parce que, on le verra plus tard, le Niger fait partie des pays où l'indice de fécondité est l'un des plus élevés. Je ne dis même pas en Afrique de l'Ouest, mais dans le monde. Donc, ce qui explique l'importance du taux de fécondité. Et donc, vous vous rendrez compte qu'en réalité aussi, en examinant ce tableau sur les taux de croissance, vous vous rendrez compte aussi que
les réalités sociales, traditionnelles et autres ont une influence, parce que nous avons des pays où les considérations religieuses, les considérations culturelles avec tout ce qui est mariage précoce, grossesse précoce, c'est très développé. Et donc, ce qui fait que nous avons un indice de fécondité qui est relativement élevé et qui influe sur le taux de croissance. Donc, pour l'essentiel, c'est des pays où le taux de croissance est supérieur, si vous voulez, à 2. Vous avez des pays comme le Libéria, comme la Sierra Leone. On connaît le contexte, c'est des pays qui pendant longtemps étaient dans des guerres civiles. Donc il y a eu déplacement de beaucoup de populations. Ce sont des pays qui sont en train de se reconstruire. Et ce qui fait que ça se fait de manière progressive, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, principalement des hommes. Il y a eu beaucoup de populations qui se sont déplacées vers la Guinée-Conakry, vers d'autres pays, et qui fait que donc, ça a affecté la dynamique démographique pour ce qui est du cas du Libéria et de la Sierra Leone. Donc en 2019, seul le Ghana a affiché un taux de croissance inférieur à celui de 1960. Le Ghana aussi est dans une dynamique très importante en termes d'accélération du point de vue des politiques de réduction de la population. Alors, toujours sur les caractéristiques de la croissance démographique, c'est une croissance qui est liée à une forte natalité. Donc, nous avons dit dans un premier temps que c'est une croissance qui est soutenue, que c'est une croissance qui est continue. Maintenant, l'un des autres éléments de caractérisation de cette croissance, c'est qu'elle est plutôt liée à des facteurs internes. C'est-à-dire qu'on a un taux de croissance important. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de migration. C'est parce que nous avons des taux de natalité qui sont élevés. Donc c'est ce qui explique. C'est-à-dire la croissance démographique en Afrique de l'Ouest, elle est principalement portée par le taux de natalité qui est important. Et donc, il y a un certain nombre de chiffres qui nous permettent d'illustrer. 36 pour 1000 par an, contre 35% pour le reste de l'Afrique et 19%. C'est-à-dire le taux de natalité dans le monde, il est de 19%. Donc presque celui de l'Afrique de l'Ouest double la moyenne mondiale. Donc ça traduit jusqu'à quel point c'est important. Nous avons des pays qui sont largement au-dessus de la moyenne de 36%. Et ces pays, c'est le Niger, 48 pour 1000, le Mali, la Gambie, le Burkina Faso, le Nigeria qui est l'une des puissances, en plus d'être une puissance économique, c'est aussi la puissance démographique de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a 5 pays qui ont des taux de natalité moindres, dans lesquels nous retrouvons la Guinée-Bissau, la Guinée, le Sénégal, et 2 pays qui ont des taux de natalité assez faibles. C'est comme on a vu tout à l'heure en parlant des taux de croissance démographique, nous avions cité le Cap-Vert et le Ghana. Pourquoi le taux de croissance démographique par an est faible? Parce que le taux de natalité, c'est l'un des taux les plus faibles en Afrique de l'Ouest. Donc on a 21 pour 1000 pour ce qui est du Cap-Vert et 31 pour 1000 pour ce qui est du Ghana. Donc largement en deçà des 36 pour 1000 qui constituent la moyenne de l'Afrique de l'Ouest. Alors, le taux de natalité est élevé, mais en baisse continue depuis 1960. La baisse est cependant légère comparée au reste du monde. Il est passé de 48 à 36 entre 1960 et 2017. Donc ça, c'est un élément important à noter, parce que ça permet aussi d'éviter la confusion. Nous avons un taux de natalité qui est important. Si on compare avec le reste de l'Afrique, mais aussi si on compare avec le reste du monde, il est important, ça ce n'est pas discutable. Par contre, c'est important de noter que ce taux de natalité connaît une baisse depuis 1960. Pourquoi? Parce que nous avons eu quand même des progrès du point de vue de la médecine.
nous avons eu des progrès dans l'amélioration des conditions de vie, de santé des populations. Et nous avons eu également un processus de changement et de transformation dans les mentalités par rapport au nombre élevé d'enfants. Donc on est en train de tendre vers ça. Donc ce qui fait que, certes, le taux de natalité il est toujours élevé, mais si on compare partant comment dirais-je, de 1960 à maintenant, on se rend compte que ce taux il a tendance à baisser, et ça c'est relativement important à souligner. C'est le deuxième taux de fécondité, le plus élevé au monde. Afrique centrale 5,5, 4,7 pour l'Afrique subsaharienne et 2,47 pour le reste du monde. Donc ça permet de montrer l'importance de ce taux. On indice de fécondité toujours élevé, même s'il connaît une baisse continue. Donc en 1960, on était à presque 7 enfants par femme. En 1960. 7 enfants par femme. Mais écoutez, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Non, attendez. Ça c'est 1900. Ça c'est la fin de 1960. Hein? Hein? Ils sont étonnés. Non, en fait ça, vous pouvez vous étonner. Vous pouvez vous étonner, c'est normal. C'est normal parce que au regard de vos âges qui est autour de près, ça peut se comprendre. Mais nous avons eu dans les s'il vous plaît, à partir de 1960, donc on avait un taux de natalité, s'il vous plaît, on avait un taux de natalité donc qui tourne autour de 7 enfants par femme. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a connu des évolutions. Comment dirais-je, en 2017, on avait 5 enfants par femme. Et ça, c'est la moyenne. Mais nous tous, on connaît la réalité au Sénégal en 2022. Vous calculez, vous cherchez, vous trouverez des femmes qui ont, comment dire, 7 enfants. Ça, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas quelque chose qui est extra du lot, mais c'est lié à nos réalités sociales, c'est lié à nos réalités religieuses, à nos réalités culturelles, etc. Vous allez au Mali, vous allez en Côte d'Ivoire, etc. Aujourd'hui, vous verrez des femmes qui sont dans cette moyenne, etc. Donc, ce qui est important de noter, c'est que nous avons connu, si vous voulez, un certain nombre d'avancées depuis 1960 et aujourd'hui, on se retrouve avec une moyenne de 5 enfants. Mais cette moyenne cache quand même un certain nombre de disparités parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons des pays quand même, comme le Niger fait plus de, le Niger c'est 7,2 enfants par femme, ou même plus. C'est le taux de fécondité le plus élevé au monde. Donc, il y a, si vous voulez, une évolution en termes de régression, mais quand même, n'est-ce pas, il y a toujours des efforts à faire. Après, nous avons une diminution très inégale selon les pays. Donc la diminution, c'est-à-dire du taux de natalité, on a une présence, une diminution assez nette dans les pays du Golfe de Guinée, comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. Mais nous avons aussi certains pays sahéliens comme le Mali, comme le Sénégal, non plutôt le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal. Nous avons des pays qui ont à peine, c'est-à-dire
que pendant longtemps, ces pays ont gardé le cap d'une natalité élevée. Et c'est maintenant presque qu'ils commencent à amorcer une baisse. C'est le cas de la Guinée, du Burkina Faso, d'autres pays comme la Guinée-Bissau, le Mali, le Libéria plutôt, la Sierra Leone, le Nigeria, etc. Le Niger détient le record mondial de l'indice de fécondité, comme je disais, avec 7,2 enfants par femme. Donc ça s'explique par le fait que le Niger, c'est un pays déjà musulman. Ensuite, c'est un pays où les mariages précoces, les grossesses précoces restent relativement importants parce que le taux d'alphabétisation est aussi faible. Parce que les études ont montré la corrélation qui existe entre le niveau d'éducation, d'alphabétisation et le nombre d'enfants. Le niveau de vie, le niveau de pauvreté et le nombre d'enfants. Généralement, plus la femme a un niveau, ou bien le couple, si vous voulez, a un niveau d'éducation, d'alphabétisation faible, plus le risque d'avoir un nombre élevé d'enfants est élevé. Plus, n'est-ce pas, on a des ménages marqués par la pauvreté, plus le risque d'avoir un nombre élevé de femmes, un nombre élevé de femmes est important. Donc, ce sont des éléments aussi qui permettent de renseigner, n'est-ce pas, sur les motivations qui expliquent le taux de la natalité élevé. Nous avons des considérations religieuses, mais nous avons aussi des considérations culturelles, des considérations, si vous voulez, d'ordre social. Alors, le tableau permet de montrer, si vous voulez, un certain nombre d'éléments en termes de caractérisation. Nous avons le taux de natalité, nous avons l'indice de fécondité et nous avons le taux de croissance. Si on vous demandait d'analyser ce tableau, vous avez, si vous voulez, un certain nombre d'indicateurs. Taux de natalité, indice de fécondité et taux de croissance. Alors, quand vous regardez bien le tableau, plus le taux, plus l'indice de fécondité est important, plus le taux de natalité l'est, et ça augmente le taux de croissance. Donc, c'est lié. On vous a donné taux de natalité, indice de fécondité et taux de croissance. Mais pour lire le tableau, il est plus facile de commencer par l'indice de fécondité. Parce que nous avons dit que la natalité en Afrique de l'Ouest, elle est principalement tirée par la natalité. Et on a encore dit que la natalité peut être déterminée à partir de l'indice de fécondité. Ce qui nous permet de tirer la conclusion simple, de dire que plus l'indice de fécondité est important, plus le taux de natalité l'est aussi et ça influe sur le taux de croissance. Concrètement, quand vous avez un pays où les femmes ont en moyenne 7 enfants, ce qui veut dire que c'est dans ces pays que nous avons les taux de croissance les plus importants, comparé à d'autres où le nombre d'enfants par femme est de 2 ou bien 3. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces 3 éléments sont fortement liés et que pour le comprendre, il faut partir d'une lecture avec porte d'entrée l'indice de fécondité. La fécondité élevée est liée à des facteurs socio-culturels et religieux, nous l'avons dit, tout ce qui est mariage précoce, interdiction, voire faible utilisation des méthodes contraceptives. Les facteurs socio-sanitaires ont contribué à une baisse continue de la mortalité, parce que, comme je disais, nous avons eu des progrès, des évolutions dans les conditions de vie des populations comparées à 1960. Nous avons aussi une augmentation de l'espérance de vie. Parce que l'espérance de vie aussi
est lié aux conditions socio-sanitaires. Donc quand vous comparez avec les autres pays du monde, vous vous rendrez compte que que l'indice de l'espérance de vie est plus élevée dans les pays les plus riches. Pourquoi? Parce que c'est dans ces pays que nous avons de meilleures conditions socio-sanitaires. Et donc, plus ces conditions sont améliorées, plus l'espérance de vie est importante. Donc, l'espérance de vie a augmenté de près de 9 ans depuis la fin des années 90, en passant de 57 en 2019 contre 61 en Afrique subsaharienne et 72 ans dans le monde. Donc dans le monde, en moins l'espérance de vie est de 72 ans. En Afrique de l'Ouest, on est à 57 ans. Le Cap-Vert avec 72 ans, le Sénégal avec 67 ans, le Ghana et le Libéria 63 ans affichent les plus longues espérances de vie, tandis que la Sierra Leone et le Nigeria ont les espérances de vie les plus courtes. Au Nigeria, c'est lié aussi à d'autres facteurs, notamment liés aux crises, à la dégradation de certaines conditions de vie de certaines couches de la population, à l'accès aux services sociaux de base dans certaines parties du Nigeria, en dépit du fait que c'est une véritable puissance économique en Afrique de l'Ouest. Alors, une Afrique de l'Ouest en transition démographique, ça c'est un nouveau, comment dirais-je, si vous voulez, chapitre. On pourra l'entamer lors de la prochaine séance. Je vous remercie.